dans la collection Témoignages. Alors, un livre tout à fait passionnant, je le montre à l'image, avec en photo, le grand-père de Muriel Clinzolti, qu'elle n'a jamais connu. Muriel, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, bonjour Lise, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Moi, j'ai découvert votre livre avec un intérêt non dissimulé. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'impression, alors que vous écrivez en français, que vous ne connaissez pas la langue, mais vous êtes complètement, avec ce livre, dans la tradition des Yiskerbücher, qui en yiddish sont les livres du souvenir, qui ont été rédigés dès avant la fin de la guerre, ça a commencé juste avant, par les survivants pour asseoir la mémoire des disparus. Et cette enquête que vous avez menée autour de votre grand-père, elle nous concerne tous quelque part, parce qu'en fait, ça touche à l'universel et c'est un peu notre mémoire collective. Est-ce qu'au moment où vous vous êtes lancé dans l'enquête sur les traces de Ugo Fogno, donc c'était son nom, vous allez tout nous expliquer. Est-ce que vous avez eu cette impression, le fait que vous alliez nous toucher d'une façon différente ? D'une certaine façon, oui, parce que j'avais conscience que mon expérience ne m'était pas propre. C'est à la différence des Yiskerbücher qui ont été finalement le témoignage de la génération qui a subi la Shoah. Ma génération à moi, comme la vôtre Lise, nous sommes nés bien après la Shoah. Oui. Donc, nous avons hérité d'une absence dans la filiation. Souvent, nos parents n'ont pas parlé pour des raisons, parce qu'ils ne pouvaient pas parler, parce qu'ils voulaient nous protéger de leurs mauvais souvenirs, etc. Donc, on s'est retrouvés avec un grand blanc et une sorte d'impossibilité de s'enraciner dans une généalogie. Et moi, ce ressenti, je l'ai eu très jeune. Oui. Mes parents, mon père qui est d'origine juive polonaise et ma maman dont le père est juif hongrois, ne parlaient pas de leurs parents. Et ça m'a tellement marqué que je me suis dit un jour, il faut que je comble, que je fabrique un imaginaire de substitution à l'absence. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à rédiger ce livre qui m'a accompagné pendant des années, avant même que je commence à l'écrire. Alors justement, c'est important ce que vous dites, ce livre qui vous a accompagné pendant des années. Vous avez commencé à l'écrire dans votre tête, en vous-même, avant de le poser les mots sur le papier? Exactement, je l'avais en moi. Je me disais comment il était déjà enfant, je crois. J'essayais je me disais qu'est-ce qu'il m'aurait dit. Oui. Qu'est-ce qu'il m'aurait dit s'il avait été là? J'avais pas de grand-père. Donc, vous aviez des grands-mères, je crois. Vous aviez des grands-mères. J'avais une grand-mère. Voilà. Une grand-mère, oui. Mais pas de grand-père. Je l'ai inventé. Voilà. Je l'ai inventé. Et puis, en mûrissant, en grandissant, d'autant que je suis sociologue et j'ai travaillé sur la mémoire d'autres personnes, d'autres groupes. À un moment donné de ma vie, je me suis dit, c'est le moment de me lancer sur ma propre histoire. Et donc, j'ai demandé à ma maman, qui vivait encore et qui était encore en pleine santé, de me parler de son papa, ce qu'elle n'avait rarement fait. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a combien de temps ? Il y a une dizaine d'années que j'ai commencé à interroger ma mère. Et le voyez. Alors, on va dire que votre grand-père Ugo Fogno était juif hongrois, réfugié en France et qu'il a donc disparu dans la Shoah. Entre autres, il a été déporté à Auschwitz. Donc, c'est un minimum d'infos que vous aviez. Et même votre maman, qui l'avait connu, je crois, jusqu'à l'âge de 13 ans. 13 ans. Voilà. Oui. Même votre maman, en fait, ne vous en parlait pas.
c'était comme s'il y avait une chape de plomb sur qui il avait été. Et en creusant et en vous renseignant et en parlant avec votre mère qui finalement a accepté non seulement de vous en parler mais de vous donner des documents et de partir en voyage avec vous sur les traces de ce grand-père en Hongrie, eh bien, ça vous a permis de découvrir quand même un homme tout à fait exceptionnel dans de nombreux domaines. Il était résilient, il était comédien, il aimait sa famille, c'était un très bel homme qui était passionné de littérature, un peu comme vous. Également, j'y ai pensé. Et tout ça, ça a créé un lien fantastique. Oui, alors ça a commencé par une scène mémorable. Je vois ma maman monter sur une échelle quand je lui ai dit peut-être que je pourrais écrire. Et je me demandais ce qu'elle allait chercher. Et donc elle est montée sur une échelle dans sa chambre à coucher. Et elle m'a sorti une enveloppe remplie de documents. J'ignorais complètement l'existence de ces documents. Et là-dedans, il y avait des coupures de presse, de sa carrière de comédien, parce qu'il a été comédien à Budapest. Il était comédien. Est-ce qu'il était comédien yiddish ou en hongrois? Hongrois. Les juifs hongrois, certains juifs hongrois avaient gardé le yiddish quand ils venaient d'arriver de Pologne, mais la plupart étaient fortement magyarisés. Donc, ils se considéraient comme hongrois, un peu comme les juifs français qui se sont dit français de confession israélite ou de religion israélite. Les Hongrois ont eu un peu le même itinéraire, sauf qu'ils ont été émancipés beaucoup plus tard, en 1867. À partir de ce moment, ils se magyarisent. Ils se magyarisent avec beaucoup d'énergie et en découvrant le pays, finalement le pays de rêve qu'était la Hongrie. Et ce qui a été un pays de rêve d'une certaine façon jusqu'à la période tragique de la fin de la guerre, voilà. Alors, et même avant, puisqu'il est parti dans les années 20, où arrive le gouvernement Horthy, qui est un gouvernement d'extrême droite et antisémite. Alors justement, Muriel Klein-Zolty, vous êtes donc docteur en sociologie, vous avez enseigné la philosophie, vous êtes devenu écrivain public biographe et vous êtes l'auteur d'ouvrages consacrés à la mémoire collective. En quoi cet ouvrage, Le goût de la salade sucrée, a-t-il été différent pour vous? Différent des autres livres que j'ai écrits. Parce que j'ai écrit des livres, général, ma thèse a porté sur l'humour juif. Donc, 20-30 ans que j'ai soutenu ma thèse. Le livre est sorti à l'Harmattan. Ensuite, j'ai écrit les mémoires de Simone Pollack, qui est une ancienne déportée. J'ai écrit des ouvrages je suis devenue écrivain public, ce qui veut dire écrivain public biographe. J'ai écrit les souvenirs des gens qui n'avaient pas transmis. Pas uniquement dans le milieu juif, parce qu'il n'y a pas que les juifs qui ne transmettent pas, enfin je pense que c'est une évidence, mais et des résistants, souvent des gens qui avaient une histoire difficile. Et donc ils avaient envie de laisser des traces ou des histoires qu'ils n'ont pas pu transmettre à leurs enfants ou à leurs proches. Alors justement, en quoi l'écriture de votre livre a-t-elle représenté quelque chose d'autre, de différent pour vous? Est-ce que c'est cette expérience? Je parle de moi, là. Voilà. Pour une fois, je parle de moi. Jusqu'à présent, j'ai parlé des autres. Il y a eu un moment où je me suis dit, ça suffit. Il faut parler de soi de temps en temps. Bien sûr. Et donc, finalement, mon livre, bien sûr que c'est ma quête de mon grand-père, mais c'est ma propre quête. C'est ma propre quête. Et finalement, je ne sais pas si le mot traumatisme n'est pas un peu trop utilisé, mais c'est quand même notre génération a été marquée par des parents qui étaient des survivants. Mais oui. Et en ce jour de Yom HaShoah, c'est bien de le préciser, que finalement, nous avons hérité, d'une certaine façon, avalé peut-être en partie, le traumatisme qu'on n'a pas vécu, mais on a été élevé par des parents traumatisés. Moi, Allez-y. Allez-y, Lise. Oui, je disais, c'est peut-être... J'ai perdu le... Oui, je disais que c'était peut-être pour cela que on avait à cœur de continuer à transmettre cette histoire.
qu'on a eu tant de mal Bien sûr. dont on a eu tant de mal à hériter. Oui, oui, exactement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, pour donner une sépulture à mon grand-père, sépulture qu'il n'a pas eue, en racontant son itinéraire à partir de Hongrie, et puis aussi sa difficile immigration en passant par Vienne. Mais je crois qu'à Vienne, il a été très heureux parce que c'était Oui. la Vienne, la Vienne du spectacle, des arts, etc. Et son arrivée à Paris, puis en Alsace, où il a Alors, épousé ma grand-mère. justement, alors vous racontez que vous avez différentes origines, comme beaucoup d'entre nous, et qu'une partie de votre famille est vraiment alsacienne. Et Oui, vous racontez un peu, c'est assez intéressant, la rencontre entre votre grand-père et votre grand-mère à travers une petite annonce, parce qu'on voit, c'était un très bel homme, vous avez mis des documents dans le livre, des photos, et il était comédien, il devait être très charmeur également, mais finalement, il a épousé une femme dont on aurait pu penser que c'était pas forcément son genre, mais il avait à cœur peut-être d'épouser une bonne femme juive, une femme bien juive plutôt, qui l'aurait aidé à s'enraciner en France. C'est un peu ce que vous dites dans le livre. je pense qu'il y a eu la rencontre de deux manières tout à fait différentes d'être juif. Mon grand-père, qui était politisé à gauche, Oui, membre de la Ligue des droits de l'homme quand il est arrivé en France, qui avait soutenu Karoli. Karoli était un social-démocrate oui, qui a fait la révolution, une révolution social-démocrate. C'était un peu le Kerensky hongrois. Donc il n'était pas communiste, mais oui. socialiste qui croyait, qui était un utopiste, qui voulait construire un monde meilleur. Et mon grand-père était, dans ce que j'ai retrouvé, dans les bribes que j'ai trouvées, adepte de ce conte qui était comme un personnage tout à fait extraordinaire dont j'ai écrit un peu l'historique. Et ma mère, il a eu une correspondance avec lui. Bref, mon grand-père était un cosmopolite, quelqu'un qui avait beaucoup voyagé, quelqu'un qui avait donc fait du théâtre, qui adorait le théâtre, qui avait appris le français rapidement, qui allait au théâtre, etc., qui jouait de la mandoline, c'était également un musicien. Eh, vous l'avez toujours, la mandoline, vous en parlez? Malheureusement, on ne la voit pas parce qu'elle est juste derrière l'écran. Ah Donc, oui, je ne peux c'est pas vous la touchant. montrer, je ne peux pas la décrocher. Donc, je l'ai gardée comme un objet presque fétiche Oui, que j'ai sur mon mur. Et oui. donc, il rencontre en effet ma grand-mère à un moment où il a dû se dire, ça suffit comme ça, il faut que je me marie. Et il trouve une femme. Il avait 37 ans, hein. Oui, Donc, effectivement, il met une annonce dans la Tribune juive, qui était le journal communautaire de l'Est de la France, et même peut-être national à l'époque, en tout cas de l'Est de la France. Et puis, il rencontre ma grand-mère. on est en 1930, Euh, pardon? on est en 1927, Voilà, quand il est 27. quelques années après s'être. Bon, il avait un travail, il était tapissier en meubles, un travail alimentaire. Et puis, il s'est dit, maintenant, il faut que je construise une famille, sûrement. Et puis, il rencontre une grand-mère qui ne lui ressemble absolument pas, puisqu'elle elle est représentative du judaïsme intégré, du Oui. judaïsme alsacien, qui est là enraciné dans la région depuis de nombreuses générations. Et il épouse une femme à un moment où les deux formes de judaïsme cohabitaient difficilement, Bien puisque sûr. les Juifs d'Alsace ont regardé avec un certain mépris les Juifs de l'Est qui étaient tellement différents d'eux. Oui. Mais ils ont construit un pont entre leurs deux univers. Et Et donc il y a une maison encore à Dupikheim que j'ai connue quand j'étais enfant, où ma grand-mère a vécu, une maison familiale qui appartenait sans doute à la famille Lévy du côté de ma grand-mère depuis le XVIIIe siècle. donc, vraiment une enquête incroyable. Moi, ce qui m'a aussi fasciné dans votre livre, pour n'y être jamais allé, c'est la description du voyage que vous avez réalisé avec votre mère en Hongrie. Ça, c'était il y a combien de temps? Je sais plus parce que c'est presque un voyage initiatique. Je Oui, pense que ça fait 7 ans.
mais ma maman est décédée entre-temps. Et pour moi, ce voyage, ça reste un moment extraordinaire de proximité avec ma mère, où ma mère a enfin parlé. Mais Parce oui, que, elle a eu des flashs. Vous elle a eu des racontez que d'un coup, elle qui avait tout occulté, quand elle était là-bas, il y a des choses qui sont remontées. Et entre autres, si je ne me trompe pas, un auteur hongrois, un poète que vous aimiez, vous, sans savoir que votre grand-père l'adorait aussi. C'est incroyable, cette histoire. tout d'un coup, elle m'a dit, il adorait André Adi. Et moi, André Adi, sans savoir que c'était un écrivain, je savais que c'était un écrivain important. Je n'avais pas pensé qu'il avait à ce point marqué mon grand-père. J'aurais pu m'en douter, mais je ne l'ai pas pensé. Elle me dit, sans que je prononce ce nom, elle me dit, il adorait André Adi. Et donc, ça m'a donné finalement une trace de plus, parce que Mais mon oui, enquête, c'est un peu comme une enquête policière, j'ai cherché les traces. Et oui. c'est toutes les traces que je pouvais trouver, des traces finalement qui existaient quand même. Et j'ai finalement recueilli plein de traces qui ont donné ce livre. Et Voilà. justement, est-ce que depuis que le livre est sorti et que vous avez fini cette enquête, même si personnellement, étant donné votre implication, je pense que cette enquête ne sera jamais terminée, voilà, je le dis comme ça, est-ce que vous avez découvert de nouvelles choses? Non, je Non. dois dire que je n'ai pas cherché non Oui, mais plus. on Pour peut moi, le livre trouver. est là. Non, par hasard, je n'ai pas trouvé Non. autre chose. Ça pourrait se faire, je pourrais. Cette enquête n'est jamais finie, et d'ailleurs ne sera pas finie, parce que quand on écrit une biographie, même quand on a toutes les traces, elle est jamais complète. Ses sentiments, le ressenti, c'est moi qui me suis projetée en lui. Bien Ce qu'il a sûr. ressenti vraiment, personne ne le saura jamais. Et vous, Donc, justement, alors deux fois, oui, je voulais parler d'une chose parce que au moins deux, trois fois dans le livre, je crois deux fois, mais bon, peut-être que je me trompe, vous dites que vous accompagnez votre grand-père, mais jusqu'à une certaine limite, vous l'accompagnez jusqu'à Drancy, mais après, vous ne pouvez plus. oui. Ça m'a Je ne beaucoup voulais marqué. Je ne pouvais pas faire un livre sur sa fin, j'avais le sentiment d'une certaine indécence, et Oui. surtout je le voulais vivant. Je voulais pas l'accompagner dans ces derniers moments effroyables. Et C'était c'est pas ma recherche. Oui, mais c'est en cela que votre livre, en le montrant vivant, se rapproche des livres du souvenir. Parce que dans les livres du souvenir, on rappelle la vie des gens et pas leur Oui, mort. Et c'est en exact. cela, sauf que vous l'avez fait évidemment, et ce qui est bien normal, en français. Comment est-ce que votre famille a pris les choses autour de votre livre? C'est aussi important de connaître la réaction de la famille. Oh, je crois qu'ils sont très heureux. Oui, Aussi bien ma fratrie qui a eu évidemment la même éducation que moi et qui s'attendait pas à ce que j'accouche de mon grand-père, ce qui est quand même oui, on peut une dire que sorte de paradoxe amusante. oui. Même s'ils m'avaient vu travailler quand même pendant des années, je leur avais pas montré les épreuves avant, et donc ils ne savaient pas du tout ce que je faisais. Et puis mes enfants qui sont très heureux de maintenant d'avoir finalement un élément fixe d'histoire, familiale. Vous leur avez Enfin, offert un bien arrière-grand-père. sûr, bien sûr, C'est co- exactement, ouais, exactement. c'est quand même très important et très touchant. Alors, le goût de la salade sucrée, c'était bien sûr le goût de votre grand-père. Je remontre le Oui, livre. bien sûr, je l'ai aussi. Voilà, Le un goût de la livre. salade sucrée, oui. Là aussi, c'est en Hongrie que ma mère, en mangeant la salade sucrée hongroise, qu'on nous a servi dans un restaurant, elle me dit, mais oui, mon père, il mangeait de la salade sucrée. Eh oui, Il adorait la salade sucrée. Donc voilà, encore un élément de la vie supplémentaire. quotidienne, mais un élément important qui m'a donné le titre qui était plus gai que simplement le sous-titre Hugo Fonio, je crie ton nom. Oui, oui, je l'ai pas dit, c'est vrai. Hugo Fogno, je crie ton nom, point d'exclamation. C'est le sous-titre du goût de la salade sucrée. Pour savoir à quel moment vous criez son nom, ben, il faut lire le livre. On n'en dira pas plus. Muriel Clinzolti, merci beaucoup
pour cet ouvrage que j'invite nos auditrices et nos auditeurs à se procurer, Le goût de la salade sucrée, paru aux éditions Ampélos. Merci beaucoup d'avoir... Oui. Je peux juste rappeler que je voudrais remercier les éditions Ampélos qui font un travail extraordinaire sur la mémoire juive. Ah, eh bien, on les remercie également, particulièrement ce jour de Yom HaShoah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J. Et j'avais quand même envie de terminer à la fois ce 10-11 de Radio J, mais également cette émission avec vous en entendant du yiddish. Je sais que vous y êtes très sensible. On va écouter la très belle version d'un chant qui s'intitule Vilna. Là, on n'est pas en Hongrie, on est plutôt en Lituanie. Zalmen Mlotek et la nouvelle chorale yiddish Vilna en ce jour de Yom HaShoah. Merci Muriel Klinzolti, à très vite, au revoir. Merci. Late one evening in 1897, 13 people gathered in secret in a safe house in Vilna. They came under cover of darkness, for this was an illegal meeting called to establish a new organization whose purpose was nothing less than the overthrow of the Tsar and the political liberation of Jews throughout the Russian Empire. That night, in Vilna, the General Jewish Workers' Bund of Poland and Russia was formed, with the mission of socialist revolution that would link the struggles of Russian Jews with the struggles of workers throughout Russia. Vilna, Jewish dream town, all my longings and desire draw me to you. Your streets, your streams, your forests, where the first threads of the flag of revolt were sown, where our teachers quenched our learning thirst in secret. Vilna, where the sounds of... Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Et si votre impôt sur la fortune immobilière vous permettait de sauver des vies ? En soutenant le Magen David Adom, vous contribuez au financement d'ambulances, de matériel de secours et à la formation des équipes médicales sur le terrain. Votre don est déductible à 75% de votre impôt IFI. Agissez dès maintenant sur mda-france.org. Votre hebdomadaire Actualité Juive se réinvente. Il s'appelle désormais ActuJ. Un hebdomadaire généraliste avec un regard juif, un esprit de pluralisme en France et en Israël pour porter encore plus haut la voix de la communauté juive et d'Israël. Les années qui viennent seront difficiles et décisives. ActuJ sera là, à vos côtés, indéfectible et déterminé. Soyez vous aussi aux côtés d'ActuJ. Soutenez une presse juive et indépendante. Profitez jusqu'au 30 avril de l'offre abonnement annuel à 80 € et seulement 55 € en digital. ActuJ.com. ActuJ.